Madame, Monsieur, bonsoir. Vous faites bien de suivre votre émission Pensée de ce jour sur votre télévision Fil Info. Nos pensées nous conduisent dans les salles de cinéma en quête de réalisateurs, scénaristes, comédiens, critiques, cinéphiles sur leurs traces dans les rues de Ouagadougou. Et c'est de 2003 à 2023. 20 ans dans les carnets d'Aboubakar Demba Sissoko, journaliste et critique de cinéma. Cher René, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour Vous êtes l'auteur de ce magnifique livre, donc FESPACO, Par-delà les écrans. Et on en parle donc dans cette émission. Pour commencer, tout banalement, pourquoi un livre sur le FESPACO? un livre sur le FESPACO parce qu'il est important que nous-mêmes nous racontions nos histoires, nous rapportions nos discours sur les expressions artistiques de notre continent, sur les événements qui portent ces expressions artistiques. Et le FESPACO est l'un des événements les plus importants artistiques et culturels sur le continent, qui existe depuis plus de 50 ans. Et donc, j'ai voulu faire ressortir un discours de l'intérieur, faire partir un point de vue du continent. Pas forcément du Burkina Faso, je suis du Sénégal, mais c'est un festival qui est panafricain, qui a une vocation panafricaine. Et donc, il est important que peut-être un journaliste, un critique de cette sphère, peut-être porte un discours, un point de vue sur cet événement. Pas pour dire que les autres ne doivent pas porter un discours sur ça, les autres écrivent déjà sur nous et rapportent leur point de vue, mais il est important que un journaliste, un critique de cinéma avec le vécu qu'il a avec ce festival, donne ce point de vue, rapporte des anecdotes, des analyses, des critiques sur un événement qui est important, euh, qui mobilise des cinéphiles et des professionnels du secteur. Donc il était important que l'on porte ce discours-là sur cet événement. Journaliste, critique de cinéma, vous l'êtes, mais dans l'écriture, on a l'impression que vous convoquez aussi le scénariste, le réalisateur, parce qu'on a l'impression pratiquement de suivre un film. Oui, je l'ai voulu comme ça. Je dis souvent que c'est un carnet de route, mais qui suit comme avec une caméra Caméra. qui circule la fois dans les salles de cinéma, en dehors, et qui aussi regarde dans le rétroviseur, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans l'histoire. Chaque fois que le besoin se fait sentir, je convoque l'histoire pour mettre en relief ce que je raconte, ce que j'ai vécu. Oui, je l'ai voulu comme ça, et c'est bien que vous l'ayez vu de cette manière-là, comme un film, comme un conte, dans les salles de cinéma, dans les rues de Ouagadougou, dans les taxis, dans les restaurants, dans l'histoire et dans les anecdotes des participants à ce festival. On va y revenir dans les détails, mais avant, il y a une question aussi que je voudrais vous poser. Tout part justement de la citation de Suleiman Sissé, déjà donc au début du livre. Donner aux gens une image digne de leur culture, c'est aussi les nourrir. Que représente le cinéma pour vous? Le cinéma est quelque chose d'important, la culture en général, le cinéma en particulier ici. C'est important parce que c'est un lieu où des artistes, des professionnels se tendent un miroir. Et en se tendant un miroir, ils tendent un miroir à la société à laquelle ils appartiennent. Pour que l'on se voit, l'on regarde, l'on voit des têtes qu'on reconnaît, des visages qui nous ressemblent, qu'on entende des langues que nous parlons tous les jours, des langues de notre quotidien, un miroir qui nous permet de voir les histoires qui nous parlent, notre vécu. Donc, oui, le cinéma est très très important, il est important pour moi. Mon premier film, je l'ai vu, j'avais 7 ans, très loin de la capitale sénégalaise, à 700 km de la capitale. Donc, c'était une chance d'avoir cette opportunité-là. Et depuis,
pas seulement le cinéma, mais tous les autres arts, les livres, la musique, la peinture, l'architecture. Tout ça m'intéresse parce que c'est le lieu où on met en scène ce qu'on a vécu, mais aussi on met en scène les aspirations d'une communauté, d'une société, pour que celle-ci, cette communauté-là se regarde et tire les leçons de son parcours, de son itinéraire, et puisse se projeter dans le futur. Il y a aussi ce discours qui dit que c'est pas aussi forcément fait pour l'Afrique, ces arts dont vous parlez. Oui, ça c'est un discours de gens qui veulent peut-être maintenir leur point de vue, leur vision du monde sur nous. Ben, chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa manière de confronter sa vision au réel, de vivre dans la réalité, d'interroger l'histoire, d'interroger son vécu. Donc dire que ces arts-là ne sont pas faits pour nous, c'est une manière de dire, voilà, c'est pas fait pour vous, nous allons vous proposer une manière de voir le monde. Et celui qui vous demande, il y a un adage de chez moi qui dit que c'est celui qui vous emprunte ses yeux détermine l'endroit que vous devez regarder. Donc, nous-mêmes, nous pouvons avoir nos yeux pour regarder la réalité, regarder le vécu, regarder l'histoire. C'est très, très important. Ça, c'est un discours qui est voilà, pour nous déposséder de notre histoire, et ça, il ne faut pas l'accepter. Tout commence en 2003. Le samedi 22 février 2003, vous le dites, en fin de matinée, quelque part en Ngor et un peu plus loin, et un peu plus de 2 heures avant de prendre l'avion à l'aéroport international de Sédar Senghor, je reçois les frais d'émission de la part de Mamadou Koumé. Le récit continue. Comment vous arrivez à Ouaga pour la première fois pour couvrir le FESPACO? Alors, je dois revenir sur ce point. Mamadou Koumé, c'était le... Parce que moi, je travaille à l'agence de presse sénégalaise. Et Mamadou Koumé était le directeur général. Je lui rends hommage chaque fois que l'occasion m'est donnée. Mamadou Koumé était le directeur général de l'APS. Et à 3 semaines de l'édition 2003, à peu près, il me dit mais tu es là depuis 2 ans, tu parles de cinéma, tu parles de culture dans tes dépêches, dans tes articles, tu rends compte de l'actualité culturelle, de l'actualité cinématographique. Et le FESPACO est le lieu où se rencontrent tous les professionnels, où les productions africaines sont vues, où une visibilité leur est accordée. Et il serait opportun que tu ailles couvrir ce festival-là. Donc il a organisé tout ça, il a mis en place les conditions pour que je vienne à Ouagadougou en 2003. J'étais loin d'imaginer que ça continuerait tous les 2 ans, excepté en 2007. Oui, j'arrive à Ouaga. Quelques 10 jours avant, j'avais parlé à mon père voilà, avec la connaissance qu'il avait du Burkina et du cinéma, il m'a dit, ben, tu vas rencontrer les professionnels du cinéma, tu vas rencontrer Semben, tu vas rencontrer Suleiman Sissé, et il a cité ces noms-là et d'autres. Et puis j'arrive donc à Ouaga, une ville, je le dis, qui ressemble à tout point de vue à ma ville natale de Tambacounda au Sénégal, avec les rues larges, les cours dans les espaces, les arbres dans les maisons, la chaleur, un peu cette poussière qui vient de latérite. Et donc j'arrive, je me retrouve tout de suite un peu chez moi. Et voilà, et je rencontre Suleiman Sissé qui me conduit à Semben. Et donc c'est comme ça que l'aventure est partie. Je me sens tout de suite chez moi. Et c'est peut-être cela qui a facilité mon adaptation ou la couverture que j'ai pu faire au fil des éditions. Vous parlez de 2007 où vous n'avez pas pu venir, et 2007 aussi qui renvoie à beaucoup d'autres situations que vous évoquez d'ailleurs dans... Oui, parce que il y avait une élection présidentielle au Sénégal et la difficulté jongler entre la couverture d'une campagne électorale et puis des missions à l'étranger. On peut oublier le FESPACO cette année-là. Mais c'est l'année aussi où Semben Ousmane n'est pas venu, la seule édition qu'il a ratée.
Je me dis, mais la seule édition que moi j'ai ratée depuis que je couvre le FESPACO, c'est la seule édition que l'aîné des anciens, comme on l'appelle ici, a ratée. C'était écrit que ça devait se passer comme ça. Et après 2009, j'ai repris. Jusque-là, je couvre avec beaucoup de plaisir le FESPACO. Sembène Ousmane, vous parlez de lui dans le livre, vous rencontrez avec lui, d'autres personnes qui parlent de lui. C'est qui Sembène Ousmane? Sembène Ousmane, c'est une figure importante de la culture en général, parce que c'est d'abord un écrivain qui a écrit des livres et qui ensuite est passé au cinéma. Et Sembène est important. C'était à la fois une figure culturelle, artistique, culturelle, mais une figure politique. Parce que empreinte d'une idéologie, on va dire aujourd'hui à gauche. Et Sembène est aussi important pour le FESPACO. Parce qu'au moment où les cinéphiles burkinabés, voltaïques à l'époque, burkinabés, s'organisaient pour avoir un cadre où ils pourraient voir des films faits par des Africains, des films africains, des professionnels du cinéma africain réfléchissaient aussi à créer le même cadre. Et quand Sembène arrive ici, il rencontre le général Sangoulé Laminzana, qui était un cinéphile, et donc ça a pu faciliter cette jonction des volontés, des désirs de créer un festival. D'abord, ça s'appelait Semaine du cinéma africain en 69, et puis au fur et à mesure, quelques années après, en 1972, on a décidé de faire cette manifestation, le Festival du cinéma panafricain de la télévision de Ouagadougou. Oui, donc Sembène est un personnage important, à la fois pour le secteur des arts et de la culture, mais particulièrement aussi pour le FESPACO, parce que c'était... Et c'est cela qui explique d'ailleurs tout le respect, toute l'estime que l'on a pour lui dans le monde du cinéma, au Burkina Faso en particulier. Et c'est là qu'on lui a donné le surnom de l'aîné des anciens, pour dire tout le respect et toute l'estime qu'on avait pour lui. Et vous le décrivez bien avec sa pipe et sa chambre d'hôtel. Oui, ça c'était en 2009, parce que c'est l'édition qui a suivi, l'édition au cours de laquelle on lui a rendu hommage, parce qu'il était décédé un peu moins de 2 ans avant. Et on a recréé dans la chambre numéro 1 de l'hôtel Ndé, qu'il occupait chaque fois qu'il venait au FESPACO. Et cette chambre-là a été organisée de sorte que l'on puisse y retrouver tous les objets qui lui appartenaient, son chapeau, sa pipe, un stylo, et puis toutes les décorations qui étaient sur le lit, pour recréer cette ambiance-là et lui rendre hommage. Et cette année-là, en 2009, donc il y avait eu cette exposition, la salle de conférence de l'hôtel porte son nom depuis, et puis il y a une avenue, l'une des plus grandes de Ouaga 2000, qui, pour ceux qui connaissent Ouaga 2000, c'est l'avenue qui mène vers la frontière avec le Ghana. Cette avenue-là porte le nom de Sembène Ousmane. Sembène Ousmane au FESPACO, c'était... Comment est-ce que vous représentez ces rencontres avec les jeunes, son appui, son soutien? C'est aussi l'homme qui a refusé de participer aux compétitions. Oui, parce que pour lui, il disait, nous avons créé un cadre. Moi, je laisse les jeunes participer à la compétition. Je ne participe pas à la compétition. Et chaque fois que ces films étaient projetés, c'était dans des séances spéciales. Je me rappelle qu'il y avait une séance spéciale pour Fat Kiné, ça c'est avant que je vienne. Il y a eu une séance spéciale pour Moladé, son dernier film. Et puis après, il y a eu des hommages après son décès. Oui, ces rencontres avec les jeunes, il était soucieux de transmettre. Il discutait quand il sortait de l'hôtel. Il s'arrêtait souvent pour discuter avec les jeunes. Mais aussi, au pas de la porte de sa chambre, il y avait un cadre où les anciens se réunissaient. Et d'ailleurs, il y a un film documentaire du Tunisien Mohamed Chalouf, à l'ombre du Tahar Cheria, à l'ombre du Baobab, consacré à Tahar Cheria, le fondateur des Journées cinématographiques de Carthage. Et ils se réunissaient, les anciens, Tahar Cheria, Timité Bassouri de Côte d'Ivoire, Lionel Ngakane d'Afrique du Sud, Med Ondo de Mauritanie, et ils discutaient jusqu'à tard dans la nuit de
du cinéma, mais des défis, des enjeux, des obstacles qui se posaient au cinéma africain et de l'importance de faire des images pour montrer la réalité africaine. Donc, oui, c'était une figure qui inspirait déjà à la fois la réflexion, avec qui on pouvait discuter parce qu'il avait un vécu. Et, et même aujourd'hui, quand on pense à lui, on pense à tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu dire aussi sur l'importance de l'image pour une représentation du continent et de ses réalités. D'accord, il faut parler beaucoup de ces aînés. Suleiman Cissé, à la page 132, vous revenez un peu plus en détail aussi sur lui. Oui, parce que Souleymane Cissé, euh, pour les années que j'ai couvertes, les éditions que j'ai couvertes, Souleymane Cissé n'a pas été en compétition. Euh, et en 2017, quand Alain Gomis, le Sénégalais Alain Gomis, a remporté le Talon d'or de Yenenga pour la deuxième fois, pour son film Félicité, il devenait le deuxième réalisateur à remporter 2 fois les Talons. Et donc, ça me donnait l'occasion de parler du premier cinéaste qui avait réussi cet exploit-là, c'était Souleymane Cissé. Et donc, j'ai fait son parcours pour dire ce qu'il a fait, comment il est venu au cinéma. Et, et cette année, en 2025, il devait être le président du jury, mais quelques jours avant, il nous a quittés. Mais son empreinte était là parce que c'est quelqu'un qui me disait toujours, tu parles toujours de la première édition de la cinéma, du cinéma africain. J'étais là. En 69, il était là, il était venu avec je crois, son film d'école parce qu'il était formé en ex-Union soviétique. Donc oui, il était important de parler de lui et de parler d'autres figures importantes qui ont posé les bases de ce festival-là avec les cinéphiles du pays et les autorités politiques du Burkina. Les cinéphiles, vous en parlez, Ouagadougou qui a pu adopter ce festival et vous vous en réjouissez dans votre livre. Oui, qui a pu adopter ce festival parce que je dis aujourd'hui avec le recul que le FESPACO est devenu un élément du tissu social parce que c'est un événement important et on a réussi à faire de cet événement, de ce festival, un élément qui rythme la vie de la nation au plan politique, au plan culturel, au plan social, au plan économique, au plan humain, à la limite même au plan anthropologique. Le festival est devenu tellement fort qu'il est devenu un élément de la vie de la nation. Et c'est cela qui fait qu'il n'est pas seulement burkinabé, il est devenu panafricain. Je parle de cet aspect-là surtout sous Sankara avec la révolution. Et c'est cet aspect-là qu'il est important de préserver. Préserver le FESPACO comme élément d'identification pour l'Afrique et sa diaspora. Ce festival est important pour la diaspora en Amérique, important pour la diaspora en Europe et un peu partout. Donc il est important de préserver ça, de faire que le festival soit toujours un élément important, une manifestation visible de manière très claire et de manière importante parce que il parle aux Africains, mais il parle aussi à toutes les diasporas du continent. Et là, il y a parfois, au gré des éditions, des insuffisances que vous évoquez déjà dans le livre, mais quelle action majeure, justement, il y a lieu de poser aujourd'hui pour que tous les Africains du continent ou d'ailleurs puissent se sentir véritablement concernés par le FESPACO? J'évoque un moment le fait que y en a qui peuvent penser que le FESPACO est burkinabé. Évidemment, c'est ici que des autorités politiques ont créé les conditions pour ce festival, pour le FESPACO. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi avec l'apport des professionnels africains qui sont venus, parce que quand ils ont mis à disposition
leur film en 69, rien ne les obligeait à le faire. Donc ils sont venus, ils ont voulu montrer leur film. Donc c'est aussi leur festival. Et, il est important de ne pas se recroqueviller sur soi et de toujours préserver cette image-là. Parce que quand tu dis FESPACO, quand on dit FESPACO aux cinéphiles, aux professionnels africains, les gens regardent tout de suite et se voient dedans. Qu'ils soient maliens, sud-africains, gabonais, camerounais, marocains, c'est un festival très très important. Et il serait peut-être à la limite inutile, même dangereux, de vouloir toujours ramener le festival au seul Burkina, parce que s'il vit, c'est parce que aussi des professionnels et des cinéphiles, des journalistes et des critiques d'autres pays du continent et de la diaspora consacrent leur énergie à faire sa promotion ou à contribuer à sa visibilité dans le monde, en Afrique et dans le reste du monde. Et quel regard vous portez sur la contribution des autres pays? Parce qu'on voit selon les éditions, des fois des pays qui envoient soit un artiste, les pays invités d'honneur, en tout cas chacun qui essaie d'apporter sa contribution. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui mérite d'être renforcé? Oui, c'est quelque chose qui mérite d'être renforcé. On doit rendre cela systématique. C'est-à-dire, peut-être, je ne sais pas s'il faut l'écrire dans un arrêté ou dans une loi, je ne sais pas, au plan administratif, pour faire participer les autres pays. L'idée avait été lancée, elle revient de temps à autre, l'idée avait été lancée de faire en sorte que chaque État de l'Union africaine, par exemple, contribue à hauteur avec une certaine somme pour aider, entre guillemets, accompagner l'État burkinabé à organiser ce festival. On n'y arrive pas encore, peut-être pour des raisons d'ordre économique, d'ordre stratégique, d'ordre politique, mais il faudrait peut-être mettre cela en avant. Mais chaque fois qu'un pays a été mis en avant comme invité d'honneur, ce pays a été mis en contribution et a participé d'une manière ou d'une autre à l'organisation matérielle de l'édition pour laquelle il a été désigné pays invité d'honneur. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut montrer chaque fois que c'est possible que ce festival-là n'est pas un festival seulement burkinabé, il est un festival africain, il est un festival panafricain, et que toutes les contributions sont les bienvenues pour que ça continue de faire rayonner les cinémas en Afrique. La dimension politique, vous parlez à la page 27 entre autres, de l'ingérence politique et souvent même des critiques de certains cinéastes qui pensent que leur film n'a pas été étalon d'or parce que. Oui, ça c'est quelque chose que moi je balaye toujours d'un revers de la main. Moi je n'ai jamais cru qu'il y a un lobby politique dans le gouvernement ici ou à la présidence qui dicterait à un jury le palmarès d'une quelconque édition. Les jurys, c'est même manquer de respect au jury, aux membres du jury qui sont des professionnels compétents, des hommes et des femmes d'expérience qui ne se laisseraient pas faire de cette manière-là pour qu'on leur dicte quel film primer, quel autre film ne pas primer. Oui, on peut critiquer en disant oui, moi je pense que je le dis même pour certains palmarès que je ne comprenais pas certaines récompenses et tout, mais ça ne me poussera jamais à dire que le jury a été sous telle ou telle pression pour désigner un film au détriment d'un autre. D'accord. Et vous prenez le cas de Madame Brouette, voilà, avec Moussa Senabsa, donc, et vous le dites, je n'aurais pas accordé le moindre prix. Parce que cette année-là, c'était en 2003,
C'était ma première édition. Il y avait 2 films sénégalais. On aurait pu penser que oui, parce que je suis sénégalais, mais justement, c'est cette dimension, disons, panafricaine, cette dimension qui fait que le festival n'est pas le festival d'un pays, qui me fait apprécier l'œuvre en ignorant même le pays d'origine de son réalisateur ou de son producteur. Et donc, cette année-là, j'ai pensé, et le jury peut-être avec moi, qui était présidé par Feu Idrissa Ouedraogo, que c'est Erema Kono de Abderrahmane Sissako qui méritait le prix. Et beaucoup de gens sont d'accord avec moi pour ça. Mais dire que oui, mon film n'a pas été primé parce qu'il y a un lobby tapis au palais présidentiel ou dans le gouvernement, bon, moi je n'irai jamais jusque-là. Je respecte le jury, surtout quand on met en place un jury, c'est des gens qu'on connaît, dont on connaît le parcours, dont on connaît l'itinéraire, dont on connaît le pédigré et les compétences, qui ne céderaient pas pour des pressions, quelles qu'elles soient. Peut-être qu'il y a des pressions, je ne sais pas, mais moi, je ne pense pas qu'une quelconque pression puisse avoir raison de, des, des décisions ou orienter les décisions d'un jury. Mais des pressions qui ne manquent pas, et vous en parlez, que ce soit de la part des médias pour certains films comme Timbuktu, voilà, ou même à un certain moment au Burkina où les gens se disaient, ben, il est temps qu'on ait encore les talons d'or. Oui, oui. Vous savez, il y a la question de la production de nos films. Beaucoup de films sont produits encore par des pays étrangers au continent. Et donc, ces productions-là mettent en place une campagne. Et c'est assez normal. Une campagne à la fois promotionnelle et une campagne médiatique pour faire adhérer un jury ou un public à la beauté ou la pertinence de leur film. Ça, c'est quelque chose de, on va dire, d'assez logique, cohérent de leur part. Mais un jury, il est toujours indépendant. Il peut décider qu'un film, s'il va dans le sens de cette production-là, de ces médias, oui. On a vu ici en 2011, quand Un homme qui crie de Mohamed Saleh Haroun est arrivé, auréolé d'un prix au Festival de Cannes. Bon, il n'a pas eu les talons d'or. En 2015, Timbuktu est arrivé auréolé de 7 Césars en France. Il a tout raflé là-bas. Il est venu, il n'a eu qu'un prix ici, c'est le prix du décor. C'est un autre film qu'il a remporté. Même si pour ce film aussi c'était très surprenant, c'était Fièvre de Hicham Ayouch du Maroc. Mais oui, il y a cette pression qui est normale. Hein? Une production veut faire avancer ou veut faire triompher son film. Mais il y a aussi des sortes de pression ou de promotion de la part de réalisateurs eux-mêmes qui se mettent en valeur ou en scène. Oui, depuis des années, depuis 1997, le Burkina Faso n'avait pas remporté, un cinéaste burkinabé n'avait pas remporté les talons d'or de Yenenga. Bon, cette année, il y a Katanga de Dani Kouyaté qui l'a remporté, mais sur la période que j'évoque, aucun film burkinabé ne l'avait remporté. Donc, oui, le discours selon lequel il est temps qu'un cinéaste burkinabé remporte... non, c'est pas le pays ou le réalisateur qu'il faut mettre en avant, c'est la qualité du film, la qualité intrinsèque du film, et ça, c'est un jury qui est là, qualité, qui décide que tel film mérite tel prix, les talons d'or, les talons d'argent ou les talons de bronze. 20 ans, donc au cours de ces 20 années, comment est-ce que vous avez vu l'évolution du cinéma africain côté qualité, puisque vous parlez de la qualité des films? Est-ce que vous sentez que ça s'améliore côté qualité? On va dire c'est en dents de scie. Il y a des années où, sur par exemple une vingtaine de longs métrages en compétition, on arrive à voir peut-être 2 films de très grande qualité et on sait tout de suite que ça peut se jouer, ça va se jouer entre ces 2 ou 3 films. Il y a d'autres années où on a 4, 5.
Donc c'est en dents de scie. Sur la qualité, il y a encore du travail, parce que quand on regarde le pourcentage de bons films de qualité, on est peut-être loin du compte. Euh, dans tous les, dans tous les genres, hein, tous les formats, long métrage fiction, documentaire, court métrage, très bon court métrage quand même, c'est là qu'il y a un pourcentage de qualité assez intéressant. Euh, sur ce plan-là, oui, il y a encore des efforts à faire. Sur le plan de l'organisation, c'est toujours les mêmes choses, hein. Beaucoup de difficultés, mais qui sont liées aussi parfois à disons, au fait que on ne réduit pas un peu la taille du festival. On y ajoute souvent des choses. Et à la dernière édition, par exemple, on s'est retrouvé parfois avec 4 manifestations ou 3 au moins importantes à la même heure. Ça, c'est des choses à revoir. Moi, j'estime que oui, il est important d'offrir un cadre à à tout le monde, pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais il faut aussi tenir compte d'une certaine efficacité ou du souci que l'on puisse profiter au maximum de tout ce qui se passe. On ne peut pas tout voir, mais que l'on puisse voir le maximum de choses au FESPACO. Donc il y a des choses à améliorer sur ce plan. Bon, la question des moyens, on l'évoquait tout à l'heure avec peut-être le seul État burkinabé qui prend en charge l'essentiel de l'organisation technique, matérielle. Et il y a quelque chose aussi à revoir, c'est la question des salles de cinéma. Parfois, les salles ne sont pas à la hauteur sur les conditions de projection ne sont pas. On l'a vu cette année, en 2025, où c'était pas c'était pas du tout ça. Des films qui passaient dans leur première partie sans sous-titrage, ou des films qui n'étaient pas projetés dans leur dernière version, dans leur version proposée par le réalisateur. Ouais, des choses comme ça qu'il faut. Et la billetterie qu'on a digitalisée cette année, on a eu des soucis. Peut-être qu'à la prochaine édition, on verra que ça va s'améliorer, parce qu'on va tirer les leçons certainement de ce qui s'est passé en 2025. D'accord. Pour la qualité des films, une pique à l'endroit des cinéastes francophones, vous trouvez que ça stagne un peu à la page 101, je crois, contrairement aux autres. Oui, vous savez, il y a une logique ou une politique d'organisation d'ateliers, de résidences d'écriture et tout, qui formate un peu les histoires, les scénarios. Et souvent, on voit, parce que ces réalisateurs-là ou les porteurs de projets font les mêmes ateliers, font les mêmes résidences, soumettent leur production, leur scénario au même cadre ou au même guichet. Il y a une certaine uniformisation dans la manière de traiter les histoires, de faire les films, chose que l'on n'a pas forcément dans le monde anglophone, où il y a une autre logique de financement. Ce qui se passe aujourd'hui au Kenya est extraordinaire, où le privé s'implique, surtout les banques, s'impliquent dans la production, le financement de films. Oui, on a une logique francophone, entre guillemets, qui fait que, bon, on n'arrive pas à se sortir on n'arrive pas à libérer une certaine créativité, où on cherche peut-être ou inconsciemment ou consciemment, on est en train de domestiquer une certaine créativité, et qui fait que, voilà, quand on regarde les films de ces dernières années qui sont projetés ici, il y a une bonne partie des films des pays anglophones ou d'autres pays qui n'appartiennent pas à la sphère francophone, qui sont de bien meilleure qualité. On a vu de très bons films soudanais, on commence à voir de bons films nigérians. Je parlais du Kenya tout à l'heure, ou sud-africain, ou des films de la diaspora. Et ça, il faudrait... c'est un sujet de réflexion. C'est
un point sur la table qu'il faut oser évoquer, oser expliquer ou analyser pour trouver des explications, mais aussi trouver des moyens de se sortir de ça pour, encore une fois, libérer la créativité des artistes. Et les fonds semblent la nouvelle solution que certains États francophones ont trouvé ces dernières années. On voit de plus en plus des fonds qui se mettent en place pour financer le cinéma. Oui, oui, ça c'est très important parce que on dit qui paie le menu la commande, donc qui commande le menu paye. Donc il y a cette pendant longtemps nos États, pour diverses raisons, des raisons peut-être politiques, mais surtout économiques, n'ont pas pu mettre en place des fonds, ou en tout cas ont mis des fonds qui n'ont pas une durée de vie assez... une longue durée de vie. Mais là, de plus en plus, depuis, on va dire, une dizaine d'années, des fonds se mettent en place. Le Sénégal a lancé le FOPICA, le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique audiovisuelle. La Côte d'Ivoire a son fonds. Le Burkina vient de lancer le Faso Film Fonds, dont les résultats du premier appel sont sortis. Et ça, c'est quelque chose. Et il faudrait aussi travailler à faire en sorte que ce ne soit pas toujours peut-être les mêmes qui soient financés. Parce que ils ont des bras longs, ils ont des relais dans les commissions, ou en tout cas on les respecte parce qu'ils ont un nom, alors qu'il y a peut-être d'autres qui travaillent et qui n'ont pas cette possibilité-là, qu'on ne finance peut-être jamais parce qu'ils font preuve peut-être d'une liberté. En tout cas, c'est des questions qui sont sur la table. Là, on commence à comprendre que c'est important d'avoir des fonds pour financer. Parce que si on a ces fonds-là, c'est la meilleure manière de non pas contrôler au plan politique. Peut-être qu'un gouvernement peut avoir ces velléités-là de contrôler le regard des journalistes, j'ai dit les journalistes, des cinéastes, mais c'est la meilleure façon de contribuer à créer le cadre pour que nos cinéastes, nos artistes en général, racontent des histoires qui nous parlent, nous tendent un miroir dans lequel on peut se voir, on peut voir nos histoires, nos contes, nos légendes, nos problèmes aujourd'hui ou nos problèmes d'hier. L'autre question aussi, toujours par rapport au financement, c'est le coût de production des films. Un film, ça coûte cher. C'est vrai qu'en temps, il y a eu ce débat, peut-être qui n'a pas prospéré dans certains lieux, et sur les films à petit budget. Oui, et de plus en plus, certains se rendent compte que ce n'est pas forcément avec un gros budget qu'on fait un très bon film. Parfois, il y en a qui ont eu de très gros budgets, mais qui n'ont pas fait un film à hauteur de ce qu'on peut considérer comme un film de qualité. Quand il y en a qui ont eu de petits budgets ou qui, en cours de chemin, ont dû réduire leur budget et qui ont fait parfois de très bons films. En souvenir, par exemple, le film L'absence de Mama Keïta, qui a été projeté ici en 2009, qui, pour des raisons économiques, a dû réduire, a dû revoir à la baisse ses ambitions. Même pour Katanga, en 2025, il était parti sur un budget très très important et qui, à la fin, a dû faire avec un budget plus modeste. C'est que malheureusement, souvent, ce sont les acteurs qui payent le prix. Oui, oui, parce que ça aussi, c'est une question, mais qui va au-delà du milieu du cinéma. C'est même le statut de l'artiste, des métiers, des professionnels de la culture. De plus en plus d'États, de pays mettent en place des statuts de l'artiste, des professionnels des métiers de la culture, pour que, en dehors des cachets que ces artistes peuvent recevoir pour des prestations, qu'il y ait un système qui permette d'avoir des contrats, des assurances, des prises en charge, pour que dans l'exploitation de l'œuvre ou dans le travail que font ces artistes-là, qu'ils puissent gagner leur vie décemment, que l'on n'ait plus à avoir
des artistes qui font des quêtes ou demandent des cagnottes pour se soigner à la fin de leur vie ou pour terminer un film ou autre. Si on met en place un mécanisme à partir avec des baromètres, des contrats clairs et tout, on peut arriver progressivement à trouver des solutions à ces problèmes-là. Et vous parlez de ces comédiens, de ces acteurs, et on regarde un, Sotigui Kouyaté, vous parlez de lui à la page 71. Qu'est-ce qu'il représente pour le cinéma africain? Sotigui, c'est la grande figure, c'est le conteur, on n'oublie pas qu'il vient d'une famille de Djeli, des griots, et c'est l'historien, c'est le conteur, c'est le metteur en scène, c'est le grand acteur, c'est le comédien. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'était vers la fin de sa vie. Il avait été décoré, je crois, une année là, et j'en ai profité pour faire son portrait dans le livre. C'était pour moi une manière de lui rendre hommage et de dire ce qu'a été son parcours, parce que son parcours est inspirant. Rien n'était évident au début pour lui. C'est quelqu'un qui a été footballeur, il a été capitaine de l'équipe nationale de haute volta. Beaucoup de gens ne savent pas, il y a une photo d'ailleurs sur internet où on le montre en tenue de footballeur. Mais après, il a eu une très grande carrière. Son fils Dani Kouyaté l'a fait jouer dans Sia, dans Keita, l'héritage du griot. Il a joué aussi, Bouchareb l'a fait jouer, il a joué dans beaucoup de films. Et il a fait aussi un grand travail avec Peter Brook. Donc oui, c'était important parce que ce sont des acteurs, et au-delà de Sotigui, il y a beaucoup d'autres dans le livre dont j'évoque le parcours. Leurs parcours peuvent être inspirants pour ceux qui se lancent dans le métier, à la fois du théâtre ou du cinéma, pour dire que c'est la volonté de faire et d'être rigoureux, d'être professionnel qui fait qu'on reste dans la durée et qu'on reste après sa carrière dans l'histoire. Si on parle aujourd'hui de Sotigui Kouyaté, de Med Ondou, de Souleymane Cissé, de Semben Ousmane, c'est parce que dans des conditions peut-être hautement plus difficiles, ils ont pu poser par leur volonté, par leur talent surtout, leur créativité, des actes qui les maintiennent encore en vie, parce que quand on regarde leurs œuvres, on sent que c'est du travail qui a été fait. Donc il était important pour moi de faire ce clin d'œil à Sotigui Kouyaté. Fatoumata Coulibaly aussi, vous parlez d'elle? Oui, Fatoumata Coulibaly, au-delà de l'actrice qui a joué dans Moladé, l'actrice principale dans Moladé, au-delà de cette actrice, il y a une militante des droits des femmes qui a milité contre l'excision ou contre les violences faites aux femmes, qui a été animatrice dans une radio à Bamako. Donc c'est à la fois à cette actrice-là qu'on a vue dans Moladé, mais quand on interroge son parcours au-delà de cette artiste, on voit une militante, on dirait aujourd'hui une militante des droits humains, notamment des droits des femmes. Et il me semblait important de parler d'elle, de parler de son parcours et pour peut-être la donner en exemple aux jeunes filles qui se lancent soit dans les médias ou dans les arts, le théâtre, dans le cinéma, pour dire que il y a des modèles que vous pouvez regarder, vous pouvez vous inspirer des parcours de modèles comme Fatoumata Coulibaly. Vous parlez de modèles. En revenant à vous, et c'est plus à quelle page vous revenez sur le quotidien d'un journaliste, reporter donc au FESPACO. Dites-nous, ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure? Ça commence à quelle heure? Ça commence à 7 heures. On se réveille, on prend un café ou comme moi qui avais mes habitudes là, à côté du Ciné Burkina, il y avait un petit restaurant qui s'appelle chez Tanti Propre. Et donc quand je venais à 7h, je prenais mon taux le matin. Donc à 7h, 7h30, 7h45, je suis en salle parce que à 8h, il y a des projections de presse. Et
Et donc, ça commence à cette heure-là, on regarde un long métrage. À la suite, on regarde 2 ou 3 ou 4 courts-métrages. Et à midi 30, on va déjeuner. Et puis, à partir de 15h, 15h30, on se remet sur le terrain pour aller soit suivre un panel, une table ronde ou aller en salle, suivre un film. Et puis, en début de soirée, à 20h, on va encore en salle parce que à 8h, le film qui est projeté en projection, pour la presse est le même dans cette salle-là qui est projeté à 20h. Donc, si on le suit à 8h, à 20h, on ne revient plus dans cette salle-là. On va dans une autre salle qui programme un autre film. Donc, c'est la possibilité de voir 2, 3 ou 4 films dans la journée. Et donc, 20h et puis 22h, on prend aussi un dernier film. Et on sort des salles à minuit, minuit et demi ou 1h parfois. Parce que parfois, il y a des longs films qui sont proposés à 23h. Et quand on voit aussi le retard qui est accusé au démarrage de certaines projections, donc ça peut aller jusqu'à 1h. Et à 2h, 3h, il faut, parce qu'on n'a pas eu le temps de manger, j'en parlais, on va manger un morceau et puis on discute avec les gens. Et parfois, on se retrouve à aller au lit à 4h et puis on doit être sur pied encore à 7h. Mais on se dit que pendant une semaine, on peut soutenir ce rythme-là. Et puis après le festival, on va se reposer 2, 3 jours. Donc voilà le quotidien d'un journaliste pendant le FESPACO. Et puis entre les films, il y a les interviews, les rencontres, les discussions qu'on a avec les réalisateurs, les comédiens, les acteurs et les actrices. Et oui, ça c'est quelque chose que je relate et c'est quelque chose qui nourrit ce livre-là. Parce que si je n'avais pas eu peut-être ce rythme-là, peut-être que je n'aurais pas eu assez d'éléments, d'informations ou d'anecdotes à raconter. Justement, il y en a beaucoup des anecdotes, les coulisses, on voit beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, si on doit revenir sur ces 20, en tout cas, tout le temps que vous avez passé à couvrir le FESPACO? Bon, pour mon premier FESPACO, c'est les rencontres avec Souleymane Cissé, Sembène, Gérard Essomba, l'acteur camerounais, grand acteur camerounais. Et il y a ça pour cette première édition. Et puis, je découvre Ouaga. Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'édition 2009, c'était les 40 ans du FESPACO, avec un film très fort qui a remporté les talons d'Orianenga, Teza de Haile Gerima. Et puis, il y a 2013, la première fois qu'un cinéaste sénégalais remporte les talons d'Yenenga. Voilà, il y a ces 3 moments qui m'ont marqué. Il y a beaucoup d'autres. Il y a de petites rencontres ici et là avec Idrissa Ouedraogo, avec Tahar Sheria, avec Pierre Yameogo, dont je parle aussi dans le livre. Et il y a aussi des 2 journalistes auxquels j'ai voulu rendre hommage. C'est Clément Tapsoba, critique de cinéma, et il y a Issouf Osiris Awadogo aussi, à qui je rends hommage parce que c'est des amis qui ont fait la même école de journalisme que moi à Dakar. Et donc, oui, Clément Tapsoba m'a adopté comme son jeune frère. Il me donnait souvent des conseils. Et parler de lui, c'est une façon de lui rendre hommage et de porter reconnaissance à tout ce qu'il a fait pour la visibilité des cinémas d'Afrique. Et justement, c'est à la page 20 notamment que vous parlez de Clément Tapsoba, pour ceux qui veulent savoir qui il est. Beaucoup de choses qu'on découvre dans ce livre. Je parlais tantôt donc de la critique que vous faites de certains films, le regard que vous portez sur le contenu de ces films, les thématiques qui sont abordées, et vous touchez à tous les pans du cinéma, la musique aussi, et surtout apparemment la musique du film Timbuktu vous a particulièrement séduit. Ah oui, ça m'a séduit. J'étais peut-être sévère en disant que la seule chose qui m'a séduit dans ce film, bon, peut-être qu'il y a autre chose, mais cette musique est tellement forte. Et quand on
interroge la thématique et le sujet du film, on se rend compte que, en tout cas à mon avis, que c'est cette musique-là qui porte avec le plus de force cette thématique-là. Avoir une grande chanteuse comme Fatoumata Diawara, qui est actrice dans le film, qui chante qui fait le morceau composé par le Tunisien Amin Bouafa. Mais oui, la musique de film, j'évoque Oasis Diop, qui a eu beaucoup de prix ici, la meilleure musique. Oui, pour moi c'était important d'évoquer tous ces aspects-là, parce que c'est aussi le regard d'un journaliste, voilà, de quelqu'un qui observe, qui cherche des informations. Donc tout ce qu'il trouve d'intéressant à mettre en lumière ou à développer, ben, il le fait pour donner à voir le festival, le FESPACO, dans sa globalité, dans tous les aspects que ce festival-là met en valeur. Donc oui, les films, la ville, le manger, les taxis, la nuit, les acteurs, les actrices, les cinéphiles, le pays, l'histoire. Donc oui, j'ai voulu, et puis dans tous les genres par exemple, peut-être du journalistique, des portraits, des reportages, des interviews, il y a un peu de tout ça dans le livre. Oui, j'ai voulu embrasser cela pour donner une vue globale du FESPACO. Évidemment, il y a des points sur lesquels on pourrait insister, mais je voulais donner cette vue globale sur le FESPACO. Tantôt, vous avez parlé d'uniformisation, en tout cas des productions à travers notamment les ateliers et les résidences d'écriture, mais vous semblez avoir en tout cas, vous appréciez positivement des cinéastes comme Alain Gomis dans une tentative de singulariser leur production. Vous parlez d'Alain Gomis et puis de Daouda Coulibaly, je crois. Oui, Daouda Coulibaly a été en compétition ici, je crois, en 2017, ouais. Avec son film Oulou. Oui, il y a une tentative d'avoir parce qu'un cinéaste, au fil de ses œuvres, crée son propre langage, crée son discours. Et il y a quelques cinéastes qui, quand on voit les films de Sembène, on sait que c'est du Sembène. Souleymane Cissé, Med Ondo, Idrissa Ouedraogo, Pierre Yaméogo, on sait. Donc, au fil des courts-métrages, des longs-métrages du travail et du discours qu'on porte, on a un langage qu'on développe. Et oui, Alain Gomis, Daouda Coulibaly, Newton Adouaka, le Nigérian, Djihan El Tahri, l'Égyptienne. Oui, il y a cette tentative de se sortir d'un cadre qui voudrait qu'on soit tous en train de faire le même discours. Et c'est bien, mais le fait qu'il y ait des discours qui se ressemblent, qu'il y ait une uniformisation et qu'il y ait des discours singuliers, ça ne changera pas. On aura toujours cela. Mais il faudrait des figures qui portent un langage et que même si on ne les comprend pas aujourd'hui, au moment où ils font leur film, dans quelques décennies, on comprendra l'importance de leur langage et qu'ils ont apporté une contribution esthétique importante au cinéma en Afrique. Ce sera tout pour cet entretien. Merci à vous, Awaka Donkodemba Sissoko. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, FESPACO, Par-delà les écrans, un livre riche, donc comme je l'ai dit, un carnet de route, mais aussi beaucoup d'images, d'illustrations, des anecdotes. C'est un voyage tout simplement à la rencontre de ceux qui font le FESPACO, sinon de ceux qui ont fait le FESPACO de 2003 à 2023. Donc un livre que je vous invite à lire. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour parler d'autres problématiques que vous abordez dans vos écrits. Avec beaucoup de plaisir. Merci à vous, madame, monsieur. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Pensée.